Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ethan et je suis ravi de vous accueillir dans mon podcast Journal de bord d'un cartomancien. Dans chaque épisode, je vous partage mes réflexions sur les métiers des arts divinatoires, sur ma pratique de la cartomancie et mon rapport à la spiritualité. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis très heureux, mais pas de liaison, de vous retrouver parce que ça faisait un petit bout de temps, au moins un été, et bien que nous ne nous étions pas entendus, vous et moi. Alors, c'est pas parce qu'on ne s'est pas entendu que l'été a été vide, bien au contraire, j'ai profité de cet été pour enregistrer des épisodes d'avance, dont celui que vous allez écouter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un format, j'allais dire un peu particulier, c'est un format nouveau d'épisode, puisque c'est un format partagé. Partagé avec qui ? Partagé avec Déborah Intuitive, du compte Deb Intuitive, donc sur Instagram, et qui est cartomancienne intuitive. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est questionner justement le métier, la profession, et puis les confrères, les consoeurs, celles et ceux qui sont déjà installés depuis plusieurs années, et celles et ceux qui viennent tout fraîchement de s'installer. Et j'aime regarder l'évolution justement de nos métiers, de la pratique des arts divinatoires, de la manière dont on les perçoit et dont on la pratique. Et aujourd'hui, cet épisode-là est tourné sur une découverte, la découverte de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui s'appelle la cartomancie intuitive. Alors quand j'ai découvert ça, la cartomancie intuitive, ça m'a beaucoup questionné parce que je me suis demandé dans un premier temps comment était utilisé le terme intuitif. Est-ce que c'était quelque chose qui venait préciser une manière particulière de réaliser les séances de cartomancie, un peu comme je le fais moi avec la cartomancie humaniste, ou est-ce que ça traduisait autre chose ? Pour ça, j'ai décidé d'aller discuter. J'ai discuté par message sur les réseaux sociaux avec pas mal d'entre vous. D'ailleurs, je remercie Farida, je remercie Antoine, je remercie Nora, Sylvain et je remercie aussi Déborah, avec qui j'ai réalisé cet épisode-là, pour qu'ils puissent venir m'expliquer à moi, qui commence à être maintenant un vieux de la vieille, qui commence à m'expliquer, qu'ils m'expliquent ce qu'ils entendaient, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils vivaient derrière justement ce terme cartomancie intuitive. Le monde, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, un mouvement vers l'avant, qu'on soit d'accord avec ce mouvement vers l'avant ou non, mais une chose est certaine, c'est que le monde appartient à celles et ceux qui viennent après nous. Et d'une certaine façon, je me dis que moi, en tant que vieux cartomancien, bébé vieux cartomancien, d'une certaine façon, le monde ne m'appartient plus et qu'il appartient justement à la nouvelle génération, celle qui arrive et celle qui va proposer, sur les bases des anciens et des anciennes que nous sommes, des nouveautés. Et je trouve que c'est important pour nous justement de ne pas nous encrouter, nous enquister dans nos pratiques, dans nos anciennes pratiques, et d'être à l'écoute justement de ce que la nouvelle génération peut poser. Alors loin de moi l'idée d'alimenter un débat ou un combat entre une ancienne et une nouvelle génération. Je pense que chaque génération, a son temps et a quelque chose à apporter. Et je suis beaucoup plus moi dans l'idée du travail justement en collaboration, des apprentissages réciproques. Et c'est pour ça que je me suis dit que l'épisode d'aujourd'hui pouvait être intéressant et que ces épisodes, alors qui vont arriver et qui vont être distillés par-ci par-là de temps en temps, ça ne sera pas toujours des épisodes partagés en duo, interview comme aujourd'hui, mais je trouve ces épisodes intéressants parce qu'ils permettent, tantôt en donnant la parole à des anciens, tantôt en donnant la parole à des nouveaux, de participer justement à ce brassage des pratiques qui je trouve est extrêmement important pour que il n'y ait pas justement de conflits, parce que ça serait trop facile de créer des conflits entre les anciennes générations, les nouvelles générations. Moi, quand j'ai commencé, je me suis retrouvé au milieu, bien malgré moi, d'un conflit entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Nous, on était la nouvelle génération qui arrivait en même temps que les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les anciens ont eu du mal à comprendre, ont eu du mal à s'y mettre. Et aujourd'hui, de ces anciens, ne restent que celles et ceux qui ont accompagné le tournant, justement, de cette nouvelle génération. Et j'ai envie, de mon côté, de donner la parole à cette nouvelle génération, mais également à l'ancienne génération, pour que, on puisse apprendre à se découvrir, qu'on puisse apprendre à se parler. Et c'est en ce sens que vous allez voir aujourd'hui, cet épisode est intéressant à souhait. Vous allez rencontrer, tout comme moi, quand j'ai interviewé Déborah, vous allez rencontrer quelqu'un au grand cœur, quelqu'un de sensible, et quelqu'un qui a eu une belle et grande image du métier de cartomancien et cartomancienne.
Alors sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Je vous dis au revoir tout de suite parce que je ne vous reprendrai pas à la fin. Voilà, on ne se retrouvera pas à la fin de l'échange. Je vous souhaite une bonne écoute. Et puis si vous voulez eh bien, en découvrir plus sur Déborah, découvrir son univers, eh bien, je vous mets toutes les infos juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Déborah. Bonjour Ethan. Et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast Journal de bord d'un cartomancien. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi et puis avec les auditeurs et les auditrices aussi. Bah, ça me fait plaisir aussi également. Mm. Alors, j'avais envie aujourd'hui de discuter avec toi, de faire cette interview parce que ces derniers temps, comme j'expliquais, je me questionnais sur eh bien le monde, alors on va dire le monde professionnel de la spiritualité, et puis tous les confrères, les consoeurs, tout en sachant qu'on a une pratique qui est tous différent, même si différent et différente, même si on utilise tous bien souvent des mots identiques pour nous définir, cartomancien, cartomancienne, et puis on a des petites particularités, et j'ai vu ces derniers temps fleurir par exemple des particularités comme cartomancien, cartomancienne intuitive, et pour être honnête avec les auditeurs et les auditrices, c'est comme ça du coup qu'on s'est rencontrés parce que moi je suis allé discuter avec des gens sur Instagram et puis il y a eu Déborah et on a bien, moi j'ai bien accroché en tout cas avec Déborah, donc je lui ai dit tiens Déborah, si tu venais faire un épisode de podcast avec nous pour nous en parler un peu, et Déborah bien sûr elle m'a dit chouette, super, génial. Alors j'ai envie d'ouvrir avec cette première question, Déborah, c'est quoi pour toi aujourd'hui une cartomancienne ou un cartomancien, soyons pas sexistes, intuitif? Alors, pour moi, un cartomancien ou une cartomancienne intuitive. C'est vrai que je me suis souvent posé la même question. Pourquoi ce mot intuitif? Quel sens il a? Et je vais te donner, moi, mon sens à moi qui m'est propre, hein, bien évidemment. Et ça reste personnel. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais essayer de faire le plus simple possible au départ, quand j'ai découvert la cartomancie, je suis désolée, je suis un peu stressée. Quand j'ai découvert la cartomancie, en fait, pour moi, c'était un monde qui m'avait été beaucoup noirci par le biais de personnes qui m'entouraient. Et, euh, et au départ, j'y suis allée dans le but de découvrir, vraiment de regarder c'était quoi les cartes, qu'est-ce que ça pouvait, en quoi ça pouvait apporter quelque chose, enfin, à moi ou aux personnes, à quoi ça servait exactement. J'avais aussi beaucoup d'a priori sur tout ce monde cartomancie. Et au final, quand je me suis approprié mon premier oracle, et je me souviens parce que cet oracle-là m'a été offert par mon mari parce qu'il voyait que ça m'intéressait, ça m'appelait, j'y en parlais souvent. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux que je te l'offre? Et je dis, bah oui, avec plaisir. Donc, il m'a offert le premier oracle. Alors, je sais pas si tu connais, je pense que oui, c'est les énergies lumineuses d'Alicia Mollet, Oui. qui est une très, très belle personne. J'ai accroché, d'ailleurs, c'est le premier compte que j'ai suivi dans la spiritualité. Et là, quand j'ai reçu mon oracle, j'ai eu, comment te dire? J'ai eu un ressenti, je crois, j'ai eu un peu le cœur qui s'est emballé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et faut bien remettre les choses en contexte. J'étais en train de vivre une période très compliquée, très très noire, on peut le dire. Et quand j'ai sorti les cartes, je sais pas, il y a toute une chose qui s'est révélée à moi, et au final, je n'ai jamais ouvert le livret. Je n'ai jamais étudié le livret, je n'ai jamais regardé ce que elle déterminait dans ses cartes, pourquoi la carte, je sais pas moi, je sais plus d'ailleurs parce que je l'ai plus aujourd'hui, mais je sais plus quelle carte, enfin peu importe. Euh, En tout cas, quand j'ai regardé les cartes, j'ai dit waouh, en fait, ça me parle tout seul. Le livret, je le mets de côté, et là, en fait, tout s'est enchaîné. Tout a commencé comme ça. Et, euh, et au départ, j'ai des amis qui se sont prêtés un petit peu au jeu, qui se sont dit, allez Déborah, vas-y, montre-nous un petit peu ce que tu sais faire. Alors moi, j'y suis allée vraiment en mode, bah moi, j'en sais rien. J'y suis allée en mode comme un enfant qui découvre un jouet. Et au final, quand je dis que tout un monde s'est ouvert à moi, ça peut paraître un peu perché, mais je ressentais tout ce que les gens ressentaient. Hmm. Et là,
quand j'ai été voir la définition, parce que j'ai été voir la définition d'intuition, je me dis: «C'est quoi l'intuition? C'est quoi ce truc?» Et là, quand je lis en fin de compte ce que ça veut dire, je me suis dit: «OK, bah, en fait, ce mot-là, il me raconte une histoire et en fait, il me raconte l'histoire de ce que je ressens par rapport à quand je rencontre une personne». Ça peut être au niveau des émotions, au niveau de l'odorat, au niveau de la couleur, au niveau de je sais pas si ça parle tout ça, je sais pas si ça a du Mhm. sens parce que je m'entends pas parler, mais pour moi, ça en a et c'est en fait tout un monde un peu, bah, invisible. Je peux pas, je sais pas trop, C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est au travers de ce mot intuitif, c'est une manière de, comment dire, de d'expliquer que la pratique de la cartomancie passe aussi pour toi, non pas seulement, et peut-être même pas du tout d'après ce que tu viens de nous dire, et on aura le temps d'en discuter, mais par la symbolique des cartes et la structure créée par l'auteur ou l'autrice, mais beaucoup plus par cette relation très intime et très personnelle qu'on peut avoir pour certains avec l'intuition et pour d'autres, par exemple, avec la médiumnité. Donc, exactement. OK, donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est une manière peut-être un peu, hein, peut-être d'une certaine rupture avec, tu sais, ce cliché un peu, Madame Irma qui, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, n'a jamais existé, Madame Irma, mais voilà, ce cliché un peu Madame Irma, mais tu sais, avec son jeu de 32 qui les pose et qui te dit: «L'as de trèfle, c'est ça», ou alors le Béline, par exemple, moi, comme je peux le faire: «Oh là là, ouf, le chat de la trahison dans le Béline. C'est pas bon, ça sent pas bon». Et ce que je comprends, c'est que chez toi, du coup, c'est l'intuition qui a primé plutôt que le sens premier de la carte. Exactement OK. et en fait, alors je ne veux pas que les gens me voient comme quelqu'un de narcissique ou de vantarde, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en fait, dans la plupart de mes tirages, de par mes ressentis et peu importe la symbolique de la carte propre qu'elle peut avoir dans un livret, je tape assez juste quand même, dans la O plupart. Après, je peux me tromper, ça m'est arrivé et pour moi, ça me rassure de me tromper par contre, parce que ça me ramène sur mmh, terre et ouais. ça m'évite de partir trop loin ou de peut-être transmettre, alors là, on va parler plutôt du côté mental, de transmettre des choses qui n'appartiennent pas à ces personnes-là. Et ce qui pourrait m'appartenir. Donc, le fait de me tromper me rassure, ça a ce côté un peu rassurant de me dire: «Ah, je me suis trompée, c'est cool, c'est super et c'est génial». D'accord. OK. Oui, je comprends ce côté, ça nous ramène un peu alors ça ramène les pieds sur terre, mais ça aide toujours à essayer de conserver cette humilité en se disant on n'est pas, omniscient et qu'on ne maîtrise absolument pas tout, quoi. Ouais, Exactement, c'est ça. tout à fait. Et alors, aujourd'hui, toi, tu es professionnel. Comment tu te définis en tant que professionnel? Si je pourrais dire, quelles sont tes étiquettes professionnelles, si je peux dire? Mes étiquettes. Alors là, moi, j'ai encore un gros blocage sur les étiquettes. J'ai commencé à me dire que effectivement, je me prétends cartomancienne, alors intuitive, comme je l'ai expliqué donc dans ta question précédente. Hem, mais par contre, effectivement, j'ai encore du mal à me dire que je pourrais éventuellement être médium, mais ça pousse comme des petites fleurs les médiums en ce moment. Alors comme ça pousse de partout, j'ai pas envie de me mettre dans un truc où tout le monde fait la même chose. Je sais pas si c'est clair, mais Mmh. je suis Déborah avant tout. Je suis Déborah, j'ai 33 ans, j'ai un vécu, j'ai mes bagages, j'ai mon histoire, j'ai beaucoup d'émotions déjà en disant ça, et je commencerai par ça déjà. La OK. première étiquette que j'ai, c'est ça. Hem, mais c'est vrai que j'ai du mal à me définir à travers un terme. Hem, à me Comme un professionnel de la santé qui dirait je suis psy ou chirurgien, orthodontiste ou ben moi je suis Déborah et je suis cartomancienne et le reste eh ben on voit comment ça se passe. Mais alors, oui, tu es Déborah cartomancienne, mais tu es d'autres choses aussi. Je crois que j'ai vu que tu pratiquais le Lao Chi, j'ai Oui, vu, c'est ça. et tu es créatrice aussi d'un soin, Mmh. et toujours dans ce côté un peu étiquette, quand je regardais un peu les réseaux, je me dis d'accord, donc je dis donc Déborah est thérapeute. Et j'ai cherché donc le mot thérapeute et je l'ai pas trouvé en fait. Donc je Non. me dis ah tiens, petite question sur les étiquettes, ça pourrait être sympa justement. Et, et, Mmh. et c'est très bien, je trouve ça très très
Très bien. Alors, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, dans ma tête, il y a la différence que je fais entre Déborah et moi, c'est la génération, la génération en tant que professionnel. C'est-à-dire que pour moi, il y a les vieux de la vieille, comme moi, je commence à rentrer dans la case les vieux de la vieille. Et puis, il y a la nouvelle génération, il y a la nouvelle garde, Déborah et tous ses confrères et consoeurs. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les anciennes générations viennent tirer dans les pattes des nouvelles. C'est rarement les nouvelles qui tirent dans les pattes des anciennes, c'est toujours les anciens. Et moi, j'ai pas envie de faire partie de ceux qui tirent dans les pattes. Au contraire, j'ai envie d'être de ceux qui découvrent, qui apprennent à connaître et qui permettent justement aux nouveaux d'exister. Parce que à un moment, moi aussi, j'ai été nouveau et on m'a permis d'exister. Et on n'est pas venu, enfin, ou si peu, venu me tirer dans les pattes. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça important d'avoir quelqu'un de la nouvelle génération, comme Déborah aujourd'hui. Et ce que fait Déborah, le soin, par exemple, comme le soin Laochi, et je vais lui demander de préciser, elle va nous en parler parce que je suis comme vous, hein, moi je découvre aussi, c'est voilà, c'est un monde inconnu, donc je découvre. Et c'est très, alors je voulais dire symptomatique parce que c'est le premier mot qui me vient en tête, mais c'est très, euh, comment je pourrais dire, pas révélateur, mais c'est très courant aujourd'hui. Les cartomanciens, cartomanciennes, voyants, médiums sont bien souvent aussi thérapeutes et vont chercher en plus du pourquoi, vont chercher le comment en termes d'outils pour pouvoir justement accompagner et aider sur ce qu'ils voient. Et c'est ce que j'ai cru comprendre de toi, Déborah. Alors, est-ce que j'ai bien compris ou pas du tout? Tout à fait. Alors ça, c'est marrant que tu me sortes ce terme thérapeute parce que j'ai ma communauté a grossi encore un petit peu ces derniers temps et beaucoup sont venus me dire: «Mais tu serais une excellente thérapeute». Or, hem, comment t'expliquer? Ça me ferait encore coller cette étiquette et puis il y a encore ce truc de légitimiser, son savoir, sans avoir fait d'études ou de formation, tu vois? Moi, je me Mhm. sens j'ai l'impression que pour se sentir légitime de dire: «Je suis thérapeute» ou «Je suis, psychothérapeute» ou ainsi de suite, ces personnes-là, en général, elles ont fait des études, elles ont fait des formations. Or moi, je débarque, j'ai juste un si je devais te dire mes diplômes, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai été dans l'aide à la personne, hein, j'ai travaillé dans des gros services comme en réanimation, en en gériatrie, en EHPAD, j'ai été ASH, donc j'ai toujours eu ce contact humain, j'ai toujours eu cette bienveillance et hem, cette empathie parfois même, hem, comment oui, qui impacte ma vie personnelle. Mais, mais de là à dire, que je suis thérapeute, non, parce que je maîtrise mon sujet parce que je connais mon histoire et que j'ai vécu à travers elle et elle, aujourd'hui, elle me définit pas, mais on va dire que c'est celle qui m'accompagne et qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais de là à dire, grâce à elle, je suis thérapeute, non. J'ai encore ce blocage il faut que je fasse une formation pour dire je suis thérapeute. Je alors qu'au final, moi et les formations et les concours, ça fait 15 000. C'est Hmm. clairement je suis quelqu'un d'autodidacte. Je n'aime pas avoir, des ob alors c'est je suis un peu rebelle aussi, hein. Je suis un peu marginale dans mon mais je déteste avoir des obligations. Je déteste au plus haut point qu'on me donne des directives à faire. C'est d'ailleurs ce qui m'a souvent posé problème dans mon parcours professionnel. Je me suis jamais vraiment, enfin, je me suis toujours bien entendue avec ma hiérarchie, c'est pas le problème. Mais j'avais beaucoup de mal avec le fait de ne pas pouvoir faire comme moi j'avais envie de le faire et comme moi je le sentais de le Hmm. faire. Hmm. Euh, et c'est vrai que j'adorerais en fait. Au final, je me dis, à force qu'on me dise: «Oh, tu pourrais être thérapeute, tu ferais une excellente thérapeute». Ma mère, apparemment, je suis sa thérapeute. Mais le fait de trouver la bonne formation et où je vais pouvoir être pleinement moi-même, me semble compliqué, en fait, aujourd'hui. Hmm. Est-ce que Donc Est-ce que ça serait pas d'un côté peut-être une différence entre l'utilisation du mot thérapeute qu'on pourrait presque utiliser aujourd'hui comme une qualité, c'est-à-dire tu m'as fait du bien, et ouais. vraiment l'exercice professionnel du comment je mène un entretien, comment je construis ma consultation, comment j'accueille la personne, client ou patient, comment j'évalue les résultats, comment je m'assure d'être dans des bonnes pratiques professionnelles, tu vois, est-ce que c'est pas plutôt un Intéressant. questionnement autour de ça?
Ouais, elle est intéressante ta question parce que effectivement, je pourrais effectivement prendre la première option, c'est-à-dire, bah, le nombre de fois, encore une fois, sans vouloir me vanter ou être narcissique, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bien autour de moi, Mhm. et je continue à faire beaucoup de bien, parce que c'est vrai que bah, cette empathie qui pourrait être vue comme quelque chose d'handicapant, est enfin, c'est mon arme ultime. Mhm. On a tous une arme ultime, je pense, au fond, enfin, en nous. Et quand on la sort, celle-là, elle est incroyable. Et c'est vrai que cette empathie me permet de comprendre et de, oui, de comprendre et de ressentir tout ce qu'une personne a besoin, euh, qu'on comprenne chez elle, de Ouais. l'écouter, de l'accompagner. Euh, et c'est vrai que oui, dans ces cas-là, j'aurais moins de mal à dire que je suis thérapeute dans le premier sens que dans le deuxième, Ok, ça marche. si Mais c'était ça la question. bah ouais, ouais, c'était une piste de réponse parce que ça me permet de rebondir du coup sur le Laochi, parce que le Laochi, j'imagine du coup que c'est alors une technique, un protocole, il me semble. On parle de protocole dans l'univers du soin. Alors moi, je dis il me semble parce que moi, à mes débuts, je recevais les gens pour du magnétisme, mais tu sais, c'était vraiment le magnétisme des campagnes, hein. C'était les tendinites, les brûlures, les coups de soleil, les zonas. Enfin voilà, rien de très protocolaire. Et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, voilà, on mettait des protocoles. Donc, je vais te poser la question, mais qu'est-ce que le Laochi, du coup? Alors, le Laoshi, c'est une technique de soins transmise par l'imposition des mains. Donc, en fin de compte, c'est du magnétisme, hein. Enfin, en tout cas, moi, je te donne ma définition. Peut-être que si l'initiatrice, celle qui m'a initiée au Laoshi, entendait ces mots-là, peut-être qu'elle dirait, elle ferait des bons, elle dirait, mais non, pas du tout. Mais en fait, si, clairement. Et c'est pour simplifier la chose, on pourrait dire que c'est le Reiki simplifié. Hmm. Mais c'est vraiment une technique de soins transmise par l'imposition des mains. Et il est dit dans la présentation que euh, c'est une énergie spirituelle de guérison. Et là, en fait, moi, ça commence à me poser un problème, en fait. Ah, et pourquoi donc alors? Dis-moi, Parce qu'est-ce qui que te en pose fait, problème? bah, dans le fait de pouvoir alors attention, je vais peut-être pas me faire des amis, je suis désolée et bien évidemment, j'espère que tes auditeurs ne le prendront pas personnellement parce qu'après moi, je respecte les croyances et les pratiques de chacun. Par contre, je ne suis pas là pour descendre, une catégorie de personnes, dans la spiritualité, enfin dans le monde, professionnel de la spiritualité ou dans l'énergétique. C'est ma définition propre à moi de ça, donc j'espère qu'ils le comprendront. Je te rassure, j'ai des super auditeurs et auditrices et on a souvent des débats sur voilà la vérité une et universelle et les opinions de chacun ou l'angle de vision de chacun face à la vérité. Et on sait que justement ce sont des opinions qu'on échange pour permettre à l'un et à l'autre de se dire oh bah j'ai entendu bah tiens ça me parle, j'ai entendu tiens ça me parle pas. Mais voilà, sans effectivement que ça remette tout en cause dans la réalité de chacun. Donc tu peux y aller, ne t'en fais pas, t'es comme à la maison. OK, super. Hem, alors, bah, tout simplement, je vais te poser une question. Moi, je vais te Oui. poser une question, Oula. que mon ostéopathe m'a posée et moi, j'étais là en mode, «Waouh, en fait, la question, elle a tellement de sens et tellement pertinente». Connais-tu la différence entre Dieu et un médecin? Bah, ça dépend. Je te dirais, alors ça dépend de la maladie, peut-être. Je dirais parce que les deux peuvent être amenés, entre guillemets, à faire quelque chose. Le problème, c'est que Dieu seul sait et Dieu sait qu'il est pas bavard, alors que le médecin s'appuie sur la science et Dieu sur rien du tout, en fait, hein. C'est de l'espoir et, enfin, c'est Mmh. complexe comme question. Je, Ouais, ma c'est réponse complexe, en une hein. minute est nulle, mais c'est très complexe Non, comme non, elle est question. intéressante aussi. Mais effectivement, en fait, quand il m'a posé cette question-là, je lui dis: «Bah, écoutez, je sais pas trop, j'aurais des choses à dire, mais écoutez, je veux bien entendre votre réponse». Et il me répond: «Bah, Dieu, en fait, ne se prend pas pour un médecin». C'est-à-dire que Ah, beaucoup de médecins, aujourd'hui, ont le syndrome de Dieu. Ils veulent sauver, savent tout, connaissent tout et en aucun cas écoutent, réellement, par exemple, le ressenti ou tout simplement l'intuition de la personne ou d'une maman. Moi, je l'ai vécu personnellement. Hem Et ben là, c'est ce qui va m'amener à te parler du terme guérison, qui me dérange un petit peu et encore une fois, ça reste personnel. Je ne suis personne pour guérir, en fait.
Je ne suis pas là pour, je ne suis pas celle qui peut guérir, je ne suis pas celle qui peut sauver et je ne suis encore moins celle qui peut aider. Par contre, je peux accompagner. La seule et vraie personne qui peut réellement faire ces 3 choses-là, se guérir, s'aider, se sauver, c'est la personne elle-même concernée par ses problèmes. Enfin, moi, c'est en tout cas ma façon de voir les choses. Ok. Personne ne peut réellement sauver une personne. Par contre, on peut accompagner, on peut écouter, on peut soutenir, on peut faire des gros câlins, parce que des fois, les câlins, ça fait du bien. Voilà, des choses comme ça. On peut avoir un mot qui peut rassurer, qui peut soulager, effectivement. On peut parler de soulagement, effectivement. Quand on dit quelque chose, ça peut... Souvent, on s'entendre dire nous-mêmes, « Waouh, ça me soulage d'entendre ça. » Ok, mais de là à guérir, c'est là où ça me pose un problème, en fait. Hmm. Parce que même un médecin ne peut pas sauver tout le monde. Si on part vraiment dans quelque chose de plus rationnel, c'est pour amener une rationalité dans mon discours. Même un chirurgien, parfois, perd des vies. Il ne peut Mhm. pas sauver tout le monde. Parce que, encore une fois, alors peut-être que ça va paraître encore un peu perché, mais c'est ma vision des choses. Je pense que c'est la personne elle-même qui choisit si elle a envie de se battre ou non. C'est comme la notion de... Moi, par exemple, j'ai très longtemps dit je voulais aider les gens. J'ai toujours voulu aider les gens. Mais à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas les aider. Parce que avant d'aider les autres, il fallait que je m'aide moi-même. Et personne ne pouvait réellement m'aider si moi, je ne faisais pas la démarche déjà envers moi-même. Mhm. Donc, le Laoshi, en fin de compte, on dit que c'est voilà, un soin de guérison spirituelle hyper puissant. Effectivement, moi, j'ai déjà pratiqué des soins Laoshi à distance, beaucoup à distance. Ça a fonctionné. J'ai eu aussi, c'est là où je me suis posé des questions si j'étais pas un peu médium pour mettre un terme. Parce que j'avais des visions, parce que je voyais des choses, parce que je ressentais des choses qui s'étaient passées. Quand j'expliquais à la personne, elle me disait waouh, ça me parle. Oui, c'est exactement ce que j'ai vécu. Enfin, ce genre de phrase, ça a permis à des personnes de se sentir avec un poids en moins, effectivement. Mais c'est ce que je dis toujours. Tout le monde a son libre arbitre. Maintenant, je vous ai donné ce que j'avais à vous donner. Aujourd'hui, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez votre petit chaudron et vous y mettez ce que vous voulez dans ce chaudron. Maintenant, après, c'est la responsabilité de chacun. Je pense qu'on est tous responsables de nos choix, de tout ce qu'on fait. Et personne peut réellement nous aider ou nous guérir ou nous sauver. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, le soin Laoshi, aujourd'hui, je prends un peu de distance avec ce soin-là parce que je le fais parce que c'est protocolaire et que effectivement ça m'oblige à faire quelque chose en quoi moi j'ai encore des blocages où je me dis mais je suis pas là pour guérir personne en fait, je suis personne, je suis pas même Dieu et je pourrais pas prétendre être Dieu, ou alors dans ce cas-là ça voudrait dire que j'ai un syndrome de Dieu et un ego surdimensionné pour dire moi je peux sauver tout le monde. Donc je prends un peu de distance avec ce soin-là, sur ce point-là, en tout cas. Par Hmm. contre, effectivement, je peux pas nier que c'est un soin qui fonctionne très, très bien, qui Ok. est Donc, assez... donc du coup, si j'essaie de comprendre et de rentrer dans tout ça, pour toi, tu vois ça plutôt comme une espèce d'énergie accompagnatrice dans un processus de soins peut-être plus global, mais pas comme quelque chose qui peut à lui tout seul tout faire et tout. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Tu utilises le. Alors ça, c'est très réseaux sociaux, hein. Ça, c'est. Je l'ai découvert. Moi, je le découvre là, en rentrant un peu dans cet univers des réseaux sociaux parce que alors, ça peut paraître étrange, mais alors moins j'y vais, mieux je me porte. Mais tu parlais du syndrome de Dieu, et je sais que sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a plein de mouvements justement qui visent à comment dire, à déconstruire les croyances, à identifier les gourous, les pratiques, comment dire, de manipulation, voilà ce genre de choses. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de recevoir Anna du podcast Coup de grâce, voilà, qui viendra aussi Mmh. faire un épisode sur les dérives sectaires et tout ça. Et c'est étrange parce que j'ai l'impression que, comment je pourrais dire ça, que la psychologie est en train d'essayer de faire une espèce de percée au milieu de quelque chose qui était un peu New Age, qui avait un peu le monopole depuis 5-6 dernières années, et que là, le New Age, petit à petit, va être en train d'être remplacé par la psychologie, qui elle-même, après, finira, je pense, par être remplacée par autre chose, parce que c'est les mouvements, et depuis 15 ans, ça a toujours été comme ça. Enfin, depuis 15 ans que j'exerce,
je pense qu'avant, ça a toujours été pareil aussi, mais et c'est très intéressant parce qu'effectivement, d'une, ça permet déjà comment dire, d'accepter la vulnérabilité, et ça, je trouve ça génial. Ça permet d'ouvrir la parole sur des sujets très touchy et très sensibles, notamment au niveau du vécu intérieur, des traumas, ce genre de choses, et je trouve ça juste incroyable, et ça crée des safe places un peu partout, avec des comptes safe, avec voilà, et je trouve ça génial, et je trouve que ton compte fait partie de ces comptes safe vers lesquels on peut se tourner, justement, donc ça, c'est super cool, et je voulais dire bravo. Ah, c'est gentil. Mais par contre, il y a peut-être un petit revers de la médaille, et j'aimerais savoir toi ce que tu en penses. Quelque chose qui me semble, ou que j'ai l'impression en tout cas avoir, euh, alors je ne sais pas si je peux dire identifié, ou qui moi me fait écho par rapport à la pratique de nous des anciens, c'est Mmh. que la nouvelle génération est un peu plus dans le peut-être. Tu vois, et un peu plus dans le, j'ai l'impression un peu, ça marche un peu comme sur des œufs, un peu, tu vois, on sait pas trop. J'ai l'impression que les mots ont plus de poids qu'ils n'en ont vraiment, et que donc du coup, parfois, ça peut peut-être avoir tendance au niveau de la confiance en soi, un peu à la paralyser. Tu vois, peut-être. Oui, je suis d'accord. Enfin, je sais pas si c'est très clair comment je l'exprime, si tu as compris ce que je veux dire. Si, enfin, tu me diras si j'ai bien compris, mais effectivement, le poids des mots, j'ai l'impression qu'il prend une grande place. C'est-à-dire que si tu as le malheur d'utiliser les injonctions «tu dois», «je dois» ou «tu dois faire» ou «tu», enfin, tu sais, il y a ça aussi, hein. Il y a Les beaucoup yaka de, faucons, moi je dis en consultation, ouais. ouais, ouais, c'est affolant. C'est tout de suite tu fais partie de ces personnes qui, sont dans une position alors, je sais pas comment te dire, de sectarisme ou de dirigeant, ou alors que pas du tout. En fait, c'est une façon de parler. Je pense qu'on a tous notre manière de parler, Mhm. mais effectivement, le poids des mots aujourd'hui est extrêmement important. Et j'ai l'impression que le moindre petit mot qui va être dit de manière spontanée, sans forcément d'arrière-pensée, va amener à un débat énorme, et à pousser à la personne à se sentir «Oh, bah non, mais en fait je suis une mauvaise personne, j'ai dit ça donc je suis un gourou, je suis», et c'est là où c'est moi je marche sur des œufs sur les réseaux, parce que je me dis j'ai la sensation constante de toujours devoir prouver ce que je vaux ou ce que je pense, alors que je suis quelqu'un où les gens peuvent venir se confier à moi sans problème. J'ai aucun jugement. Alors, ça, c'est pareil, j'ai aucun jugement. Moi, je me tape sur les doigts en disant ça, parce que qui ne juge pas? Je pense qu'on le fait tous. Mais alors, je vais te dire tellement, et je pense que c'est humain, et je pense qu'il faut juger pour se dire mince, j'ai jugé. Comment je peux faire? Est-ce que, enfin, c'est humain, quoi. Je veux dire, c'est comme, Complètement, en fait. enfin, ouais. Je pense qu'on pousse les gens. Alors, c'est peut-être un peu, moi, c'est la conclusion que je fais depuis des semaines, c'est qu'on pousse les gens à se dissocier de leur source principale, qui est l'être. Hmm. Et l'être humain n'est absolument pas dépourvu de défauts ou de qualités. L'être humain est amené à se comporter d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on a des émotions, on a des sentiments. Et pour autant, est-ce que parce qu'on va exprimer notre colère, par exemple, on est dans un bouchon, on va klaxonner et on va insulter la personne en face, est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes? J'ai l'impression qu'en fait, à force de pousser les gens dans les développements personnels, d'aller pousser les gens à dire mais tu réagis de cette manière-là, c'est parce que tu ne sais pas te contrôler et tout ça. En fait, on oblige les gens à se dissocier de leur source de base, être humain. Les animaux eux-mêmes sont des êtres qui font des bêtises, qui vivent, qui sont téméraires et qui vivent selon leurs impulsions et leurs envies du moment. Pourquoi nous, on devrait ne pas se comporter comme on a été constitué au final? Un enfant, on le punit parce que, par exemple, il va renverser un verre 10 fois, on va le punir parce qu'au final, il est maladroit. Ça voudrait dire rejeter une part de lui qui est là, et qui, pour autant, c'est pas en essayant de le modifier qui ne sera plus maladroit. Au contraire, ça fera quelqu'un de complètement renfermé et complètement rigide, et qui, plus tard, répercutera ce comportement-là sur ses enfants, et ainsi de suite. Et au final, tous ces discours de développement personnel, d'intelligence émotionnelle,
je suis complètement d'accord qu'effectivement, les émotions sont intelligentes, mais à un moment donné, euh, c'est important de ne pas oublier ce qu'on est à la base. Les émotions, c'est un petit plus qui nous constitue. Et je pense que c'est important de dire à un moment donné, ben voilà, je suis en colère, je sais pas pourquoi, mais voilà, je suis en colère, j'ai envie de dire des gros mots, j'ai envie de casser des assiettes. Ok, je suis humain. Et je suis parfaitement imparfait parce que je suis un être humain. Exactement. Complètement. Bon, Donc, pour les assiettes, j'inviterai à trouver autre chose que de casser des assiettes. Effectivement, aller marcher en forêt, c'est peut-être plus, c'est peut-être mieux, c'est peut-être, voilà, oui, c'est peut-être moins de violence, ou alors casser des assiettes en étant tout seul chez vous, vous voyez, ça c'est voilà, mais oui, pas voilà, avec c'est ça. quelqu'un en Bien, face. Mais oui, voilà, oui, bien évidemment, tu as raison de bien préciser, bien évidemment, oui, de plutôt utiliser des méthodes ou d'aller pourquoi pas, d'aller dans une salle de sport et taper dans un sac de frappe ou des choses ouais. comme ça, effectivement. Mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains et j'ai l'impression que plus on avance et plus on nous retire ce Hmm. droit d'être humain, en fait. Ouais. Je suis 300% absolument d'accord avec toi. Ça, je n'ai rien à ajouter. Pour moi, c'est voilà, 300% d'accord. C'est voilà, absolument sensiblement d'accord. Et ça me permet de switcher justement sur un sujet qui est pas si éloigné que ça, c'est la guidance. Mmh. Ah, la guidance. Alors, la guidance, ça, c'est quelque chose. Tu sais, c'est un peu. Alors, quand on avance dans la spiritualité, bien souvent, comment dire, on se confronte à des grandes questions et puis on essaie plus ou moins d'y trouver une réponse. C'est d'ailleurs le propre de la spiritualité, c'est une quête, justement, une quête pour essayer de trouver qui on est, notre place au milieu de ce grand tout, le sens de tout ça. Et au final, c'est une quête qui est inépuisable. Mais il y a des petits moments où on a des temps de répit parce que ce qu'on a trouvé semble prendre place, ça s'emboîte assez bien jusqu'à ce qu'un autre moment de vie vienne nous percuter ou voilà quelque chose, quelqu'un, et là ça remet la machine en route et on est reparti, tu vois. Mmh. Et dans cette quête justement de sens, de compréhension, il y a justement cette notion de guidance. Alors, quelle guidance toi tu pratiques et pour toi c'est quoi justement la guidance? Qu'est-ce que tu mets derrière la guidance et je dirais même presque quelle est la différence que tu tisses avec la voyance entre ces deux-là? C'est une question intéressante. J'aime beaucoup d'ailleurs. Alors pour moi, la guidance, c'est tout simplement répondre à une question, mais enfin, amener la personne à se questionner elle-même. Elle pose une question et pour autant l'inviter à se questionner elle-même. Ne pas lui donner forcément de solution ou de réponse, parce que je pense que c'est pas nous qui avons les réponses concrètement. C'est elle qui les a, et justement l'amener à les trouver. C'est la guider sur un chemin qui est le sien, qui lui appartient, tout en respectant bien évidemment ce que elle est apte à encaisser ou non dans cette guidance, de prendre ce qu'elle a envie de prendre et de laisser ce qu'elle a envie de laisser. Pour moi, la guidance, c'est vraiment un espace où c'est une communication complètement différente de la voyance où, par exemple, moi, je vais venir te voir et je vais te dire, Ethan, est-ce que je vais devenir populaire dans 5 ans? Voilà. Hmm. La guidance, c'est plutôt pour moi, c'est amener la personne Hmm. à se rencontrer elle-même, à peut-être mettre le doigt sur une problématique dont elle savait, mais elle voulait pas en prendre conscience, ou parce qu'elle l'a un petit peu occulté, parce que ça lui faisait mal. Des choses comme ça, où en fait, on amène vraiment la personne à se libérer Hmm. d'un poids, ou de mettre des mots à travers les cartes, avec elle, l'accompagner. Bah, de toute façon, guidance, guide. Pour moi, ça a du sens. Ouais. Et j'adore. Alors, par contre, là, je vais m'autoriser ce moment oui, je me flatte. Allez, prends, c'est pour toi. Ouais, je Vas-y. prends. Par contre, je sais que je suis très douée là-dedans. Je suis très très douée là-dedans. J'ai pu expérimenter ça. J'en avais pas conscience avant, et depuis que je travaille sur moi et que j'ai pu libérer aussi des choses, parce que ben, je pense qu'on a tous on a tous nos petits coffres-forts pleins de fardeaux et de choses qui Oh. nous appartiennent. Mhm. Et quand on décide de prendre soin de soi et qu'à un moment donné on se révèle à nous-mêmes, parce qu'effectivement derrière tout, enfin dans ce truc-là, ce pot je vais éviter de dire des gros mots quand même. Oh, c'est Mais autorisé, tu peux, non, soyons nous-mêmes. mais par exemple, on m'a souvent dit, bah alors d'accord, ok, mais on m'a souvent dit que j'étais la cuillère qui venait racler le fond
Non, je vais rester polie. Le fond du pot de De Nutella. merde. Ah bon, Ouais, trop tard. c'est ça. Je l'ai dit pour toi. Et au final, justement, c'est vrai que je reçois pas mal de personnes qui sont prêtes à faire ce pas-là envers elles-mêmes et d'aller dire, écoute, je sais que j'ai occulté des choses, vas-y, de toute façon, je suis devant toi, je suis prête, vas-y, dis-moi ce que je ne vois pas ou ce que je ne veux pas entendre. Et généralement, voilà. Et les cartes dans dans la manière dont tu pratiques, parce que c'est intéressant parce que tu m'exposes comment dire, une vision de la guidance justement qui est il y a eu la guidance avant, tu vois, je vais dire avant vous, la nouvelle génération, il y a eu une espèce de génération un peu hybride, un peu voilà avant, et qui pour eux la guidance, si tu veux, c'était voilà la communication avec les guides. Ou alors on a eu les guides, les maîtres ascensionnés, Jésus, Joseph, Marie, Mahomet, enfin bref, on les a tous eus, tu vois. Donc c'était la guidance par les comment ils appelaient ça, les médiums canals. Et à l'époque, je me souviens, j'avais demandé à un médium canal, du coup, mais je comprends pas médium canal. Je dis moi, je suis médium mais je vois pas Canal ce que c'est. Ben moi je communique avec les entités supérieures, on m'a dit. C'est plus exceptionnel. Je dis ah oui parce que tu penses que communiquer avec les gens qui sont décédés c'est déjà pas assez exceptionnel. Je dis bon enfin je dis je respecte, pas de problème. Les maîtres ascensionnés puis bon c'est comme beaucoup de modes, c'est parti un peu dans les égouts de la. Donc c'est que c'en était pas vraiment une puisque la mode reste et intemporelle. Donc finalement voilà c'était plus une étoile filante. Et ce que tu exposes là, du coup, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va rester, parce que c'est quelque chose qui est à mi-chemin, tu vois, d'une certaine façon, entre le développement personnel, mais dans son côté peut-être un peu plus positif, d'un autre côté, le côté un peu projectif, et j'en profite dessus parce que j'ai vu que tu faisais du tarot projectif aussi, c'était, voilà, c'est marqué. Et c'est vrai que le tarot projectif, c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus de place. Alors, c'est à voir dans les mois, dans les années qui vont, voilà, qui vont passer, comment est-ce que justement ça va tourner. Mais on sent derrière que ça répond vraiment à un besoin et une envie surtout de la nouvelle génération, vous, professionnels de la nouvelle génération, de sortir justement de uniquement il va se passer ça, 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 ça. Voilà. Et je pense que, comment je vais dire ça il existe tellement de façons de pratiquer la cartomancie. Tu vois, celle dont je suis en train de parler, c'est la cartomancie traditionnelle. Moi, c'est pas celle que je pratique. Moi, je pratique la cartomancie humaniste. C'est un espèce de mélange entre ce que toi tu fais, la guidance, tu vois, et la traditionnelle. C'est-à-dire, il va vous arriver ça. Maintenant, regardons. Si vous n'avez pas envie qu'il vous arrive ça, sur quoi vous pouvez travailler. Comment est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui peut être. Comment est-ce que vous le sentez. Est-ce que ça vous parle. Est-ce que donc c'est pas tout à fait ce que tu fais. Toi, c'est encore plus prononcé, mais je suis content parce qu'on voit des choses un peu hybrides dans tout ça et je suis content de voir toutes ces différentes façons de faire la cartomancie qui existent et qui cohabitent. Et je trouve ça, moi je trouve ça chouette quoi. Et j'ai envie, oui, mais continuer, avancer, aller de l'avant, révolutionner tout, changer tout. Et vous avez raison quoi, mettez de la nouveauté dans tout ça. C'est bien. Après, je suis une amoureuse de tout ce qui est très ancien, moi. J'ai toujours aimé alors je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Alors sûrement il y en a qui diront dans ta vie antérieure, sûrement que tu es. Alors ça, Ah, moi c'est next. Moi, ce genre de discours, je n'en veux pas. Je suis très limitée dans ce que je crois. Par contre, encore une fois, je respecte ceux qui vont bien au-delà de ça. Je pense que derrière, effectivement, il y a peut-être une petite peur, une petite appréhension, et je suis ok avec ça. Mais j'ai clairement pas envie de savoir ce que j'ai fait dans ma vie antérieure. Alors là, absolument pas. Parce que j'ai déjà assez à faire depuis mon introduction dans le ventre de ma mère. J'ai déjà assez à faire depuis ça. dans Donc celle-ci. dans celle-ci, voilà. Mais effectivement, j'ai toujours aimé les années 30. Bon, la voyance apparemment date de bien plus longtemps que ça. J'ai même presque l'impression que ça existe depuis toujours, en fait, au final. Et en fait, j'aime aussi ce côté très ancien. Ce Hmm. côté où, justement, les anciens nous apportent aussi cette connaissance. En fait, ce que moi, je trouve très, très beau quand les choses sont faites avec tolérance et bienveillance. Ce qui est dommage un petit peu en ce moment, c'est un peu la guerre sur les réseaux d'ailleurs. C'est on n'accepte pas que l'on soit ancien ou nouveau, qu'on a à apprendre de chacun. Hmm. C'est un échange. Et au final, moi, je suis un bébé dans la cartomancie. Ça fait que 3 ans. J'ai encore plein de choses à apprendre. D'ailleurs, une que j'adore et que je recommande 10 000 fois, c'est Yéna. D'ailleurs, Yéna a été, alors elle le sait peut-être pas, je sais pas si elle écoutera ton podcast, mais Yéna a été l'élément déclencheur dans ma façon de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne la copie pas.
parce que j'ai ma propre personnalité. Elle a la sienne, mais par contre, elle a décomplexé quelque chose chez moi. Cette Hmm. façon de vouloir faire différemment. Hmm. Et je pense que c'est ce qu'elle amène chez beaucoup de personnes aujourd'hui, et ça, c'est bien. Mais ce que j'aime par exemple, dans ton contenu, c'est ce côté traditionnel. Hmm. J'aime beaucoup le côté traditionnel. Tu vois, je me suis mise aux cartes de jeu 32-52. Alors moi, il y a pas de 32, c'est du 52. Je je sais pas pourquoi. Ok, why not? Je complais. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, peut-être qu'il y a une raison à ça. Mais je me suis acheté 2 superbes jeux anciens, qui étaient apparemment dans le fin fond d'un grenier, et au final, le tout petit, c'est le mini-jeu, c'est de 52, c'est un Grimaud. Je suis en amour devant les jeux de cartes, et là, aujourd'hui, je recherche beaucoup de jeux anciens. Alors ça vaut une fortune aujourd'hui. Hmm. Mais j'aimerais, moi, me perfectionner justement dans ce que toi tu fais, c'est-à-dire dans la tradition, dans la vraie voyance. Ça, c'est justement cette fameuse étiquette qu'on pourrait mettre de Madame Irma. Hmm. Le côté très technique, tu veux dire, oui, les tirages, Oui, les positions, le côté, ouais, ouais. ça j'adore, et je suis très curieuse de ça. Je pense que je suis quelqu'un de très curieuse. Alors il y a un terme pour ça, mais je l'ai pas, donc je vais pas faire style genre j'ai plein de vocabulaire, c'est pas vrai. Je l'ai pas, donc je l'ai pas. Oui, curieuse, ça marche, hein. Mais curieuse, ça marche. Mais je suis très curieuse de ça, et je demande que ça à apprendre des anciens, comme tu dis, hein, bien que tu es jeune encore, hein, mais t'as pas Oui, non oui, c'est plus. pour ça, je dis ancien dans le Mais dans la métier. pratique, ouais. Oui, il y a encore plus vieux, hein. C'est, oula, moi je suis un bébé par rapport à certains, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont dedans. Moi, 15 ans, tu parles, c'est pas énorme. Mais si tu veux, je dis ancien dans le sens où j'ai connu cet univers-là sans les réseaux sociaux. Ah, Tu vois? voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu parles des guéguerres sur les réseaux sociaux, ce genre de truc, mais alors moi, si, moi, je suis là avec mon popcorn et je vous regarde et enfin, enfin, toi, pas personnellement, si tu veux, mais vous, de manière générale, et je regarde et je dis, oh, mon Dieu, mais ils ont gaspillé autant de minutes de leur journée pour ça? Je dis, c'est pas C'est possible. fou, hein. Et c'est vrai que alors, les réseaux sociaux, bon, bah, c'est extraordinaire parce que ça permet de rencontrer des gens incroyables. Ah, regarde, voilà, la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre des réseaux sociaux et c'est incroyable. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui est beaucoup de l'ordre de l'ego. Mm, Je pense que ça se voyait peut-être un peu plus ou différemment en tout cas quand moi j'ai commencé parce qu'à l'époque, la seule façon dont tu avais de te faire connaître, c'était soit de passer dans les médias, soit d'être excellent et d'avoir un excellent bouche à oreille. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils servent plus à montrer entre guillemets que t'es bon. Tu vois ce que je veux dire? Les réseaux sociaux, ouais. ils servent à montrer qui tu es, mais pas que tu es bon. Il y a plus personne qui fait des prévisions pour le mois, ou alors quand il y en a, c'est des prévisions pour les énergies. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas très, c'est voilà, faire des prévisions. Bah tiens, ce mois-ci, il va y avoir des inondations, il va y avoir des grands feux, il va se passer ça, des missions du gouvernement, tu vois ce genre de choses. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on ne voit plus. C'est très rare. Il y a encore Valentin Vibert qui le fait. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, je vous mettrai ça aussi dans les liens, son site, et qui est un... Oh, moi, c'est un voyant au Béline, il est incroyable, il pratique le Béline, donc c'est pour ça on se comprend, et voilà, c'est traditionnel, je suis sûr que tu vas aimer, en plus, voilà, il a une façon de faire qui devrait te plaire, mais du coup, je me suis perdu, je ne sais plus ce qu'on disait, sur qu'on était parti, sur la Que, tradition, la nouveauté, ouais. ouais, Qu'aujourd'hui, il y a plus de prédictions, comme tu disais, oui, des inondations, des choses comme ça. ouais. Mais parce qu'en fait, je pense que les gens ont peut-être maintenant peur au final de le faire et donc du coup de se tromper, mais je pense qu'ils oublient surtout que l'erreur, justement, si on ne la fait pas, on ne peut pas s'améliorer et que l'erreur en elle-même fait partie du processus de C'est voyance pour en ça. lui-même, tu Bah, vois? c'est pour ça que je disais que j'aimais bien me tromper, parce que justement, Bah ça ouais. amène en fait à se repositionner et à se re-questionner et à dire Mm. que effectivement, peut-être que c'est pas fait pour moi, ou que c'est pas fait ou que je suis faite plutôt pour autre chose. Je trouve que le fait de se tromper, c'est pas une erreur. Je dirais que c'est la meilleure chose qui peut arriver. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, bien sûr, on essaie de se tromper le moins possible avec les consultants, ça c'est Oui, non, c'est certain. sûr. On se trompe Ça, dans nos ouais. entraînements, mais voilà, c'est qu'on n'est pas content quand on se trompe avec les consultants. Je sais pas comment tu fais, mais moi en général quand c'est comme ça, je les reprends quand ils m'envoient un petit message, machin, je les reprends, on fait le point, on regarde. Mais bien sûr, on est professionnel, on s'exerce à côté et voilà, Exactement. l'entraînement. Et si vous allez sur le compte de Déborah, comme je vous ai dit, je vous mets les petits liens en dessous, c'est Deb Intuitive. Vous allez voir, elle fait des entraînements, elle fait des exercices et il y a plein de choses qu'elle propose justement sur son compte qui sont, enfin voilà, c'est du contenu
aux petits oignons. Voilà, vous pouvez aller regarder et vous abonner, c'est top. Et du coup, avant qu'on arrive, parce que je regarde l'heure qui tourne, on va arriver à la fin, du coup, ça passe. Qu'est-ce que ça passe vite quand on papote. J'avais encore quelques petites questions, tu vois. Et Dis-moi. j'aimerais te demander, si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui dans le monde de la cartomancie, qu'est-ce que tu changerais? Alors, figure-toi que j'ai noté la question quelque part. Non, j'ai pas quelque part, j'ai noté. Et dis-toi que je n'ai rien noté. Je ne savais pas quoi te dire. Si je pouvais changer le monde de la cartomancie, qu'est-ce que je changerais? Je changerais pas forcément quelque chose, mais je pousserais les gens à faire ce qu'on fait aujourd'hui, tous les deux. Hmm. C'est-à-dire à ne arrêter de vouloir être le meilleur par rapport à l'autre. C'est pas une c'est pas une course à c'est pas une course, c'est pas une compétition. On est tous là pour apporter quelque chose déjà pour soi-même et en faisant ça pour les autres, on s'apporte quelque chose pour soi-même, mais autant que ce soit constructif pour les deux camps, que ce soit du côté consultant que celui qui tire les cartes. Si je devais changer un truc, ce serait ça. C'est de pousser les gens à ne plus être dans ah regarde elle fait ça, c'est nul ou non en fait c'est pas nul. Elle a sa façon de faire et toi tu as la tienne. Maintenant vous pouvez peut-être compléter les choses ensemble. Voilà. Hmm. C'est comme certains chirurgiens. Alors, je reviens là-dessus sur ce monde médical, mais il me semble que toi aussi tu es du monde médical. Oui, C'est magnifique quand on voit deux chirurgiens travailler à quatre mains. hmm, c'est vrai. Eh ben, je parle de ça parce que ma mère, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Hmm. Donc, faisons ça. Et peut-être que au lieu déjà on calmera nos égos. On n'est pas là pour les faire taire. Hein. L'ego, c'est nous qui l'avons construit. Il nous protège la majorité du temps, mais en repoussant ce que l'autre fait ou en critiquant ce que l'autre fait, en fait, on se fait beaucoup de mal à soi, hein, parce que voilà, on projette généralement sur les autres ce qu'on ne s'autorise pas à être. Mais encore une fois, soyons là pour faire le bien. Euh, et le mal a sa place aussi dans ce monde, hein, de toute façon on ne pourra pas le renier. Mais essayons justement de faire de ces deux choses-là quelque chose de, de complémentaire. Hmm. Avant-dernière Ouais. question, est-ce que tu es une professionnelle heureuse aujourd'hui? Oui, je, je suis très très heureuse, même si j'ai des moments parfois de doute, même si parfois j'ai peur. Voilà, faut le dire aussi. Hein. Nous, en tant que professionnels, on a aussi des peurs, on a aussi des doutes. On a aussi, enfin, on est humain, hein, ne l'oublions pas. Je suis heureuse parce que je me suis enfin trouvée, je me suis enfin révélée, j'ai appris à me connaître, j'ai Hmm. appris à accepter, ce que je n'arrivais pas à accepter chez moi auparavant. J'assume complètement cette étiquette qu'on peut avoir de moi des fois aux yeux des gens. Ah, t'es une voyante, Madame Irma. Oui, si tu veux, pas de problème. 2.0. Voilà. Mais oui, je suis heureuse parce que euh, quand je vois ce que j'apporte aux gens, ce que je m'apporte à moi-même et ce que j'apporte aux gens, ben, je dirais que ouais, c'est ça ma plus grande richesse. Hmm. C'est pas tant sur le côté monétaire, mais c'est ça ma plus grande richesse et de voir des personnes se sentir beaucoup mieux. Et d'ailleurs, tu m'avais posé une question. Tu m'avais demandé si j'avais la possibilité de dîner avec un défunt célèbre. Ouais. Ouais. Là, Tu veux là, répondre par à contre, celle-ci? ouais, j'aurais Ouais. pas peur. Là, j'aurais pas peur de les rencontrer ces trois personnes. Alors, ces trois personnes, je suis désolée, j'ai pas su choisir. Mais il y aurait Marilyn Monroe déjà. Ouais. Ça, alors, elle, j'aurais trop adoré la rencontrer et dîner avec elle. Simone Veil, parce que Mhm. je pense qu'au fond, je suis une féministe aussi. Ouais. Et par-dessus tout, Edith Piaf. Oh. Oui. Eh ben, effectivement, Voilà. trois icônes, on va dire trois Oui. icônes, chacune dans leur spécialité, mais effectivement. Et Ouais. c'est ça. Voilà. Et pour terminer, je dirais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour la suite de ton aventure? Ben, on m'a jamais posé cette question. Je sais pas trop quoi répondre. Est-ce que c'est par timidité ou je sais pas en fait. Bah, je dirais que comme je le souhaite à beaucoup de monde, d'être heureux, Merci Déborah. avec plaisir. Merci à toi, Ethan.
Merci d'avoir pris ces instants pour venir partager avec nous. Merci de ta franchise, de ton authenticité, de ta clarté aussi et de ta bienveillance dans tous ces partages. Vous retrouverez Déborah donc dans les liens juste en dessous, voilà, sur son compte Instagram pour aller la retrouver. Je vous invite vraiment à aller la retrouver. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.